Le matin du 6 octobre 1989, la paisible ville de Knoll, Missouri, s'éveilla face à un crime différent de tout ce qu'elle avait connu dans son histoire. À la banque d'État de Knoll, la caissière Pauline Cumrod arriva au travail en s'attendant à une journée de routine. Au lieu de cela, elle trouva les portes d'entrée déjà déverrouillées. À l'intérieur, le bâtiment était silencieux. Aucun employé n'était présent. Alors qu'elle s'avançait plus loin, ses yeux tombèrent sur le coffre-fort. Les lourdes portes d'acier étaient grandes ouvertes. Les tiroirs avaient été perturbés. L'argent avait disparu. Des milliers de dollars avaient été pris, incluant des centaines de livres de pièces de monnaie. La caméra de sécurité de la banque avait été peinte à la bombe et détruite par des coups de feu. Et le président de la banque, Dan Short, était introuvable. Avait-il été enlevé contre sa volonté? Avait-il organisé le vol lui-même? Ou quelque chose de bien plus sinistre était-il caché sous la surface? For federal agents, the Knoll bank robbery became an intricate case in modern forensics and dogged determination. La matinée commença comme n'importe quelle autre dans la petite ville de Knoll, Missouri. Nichée dans le coin sud-ouest de l'État, Knoll était une communauté d'un peu plus de 1200 personnes. Ses résidents appréciaient le rythme de vie tranquille. Les usines de volailles, les petites entreprises et le tourisme estival le long de la rivière constituaient la majeure partie de l'économie locale. C'était une ville où les gens laissaient leurs portes déverrouillées, où les nouvelles se propageaient rapidement et où le crime était rare. Mais ce matin-là, la banque d'État de Knoll allait devenir la scène d'un crime qui briserait cette paix pour toujours. Vers 8 heures, la caissière Pauline Cumrod arriva à la banque. Sa première tâche chaque matin était routinière: déverrouiller les portes d'entrée et se préparer pour les affaires. Alors qu'elle approchait de l'entrée, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Les portes étaient déjà déverrouillées. Au début, elle pensa que son patron, le président de la banque Dan Short, était venu tôt. Mais alors qu'elle entrait, le bâtiment était étrangement silencieux. Cumrod traversa le hall et entra dans les bureaux. Il n'y avait aucun signe de Short, aucun signe d'autres employés. Puis elle se tourna vers le coffre-fort. Les lourdes portes d'acier étaient ouvertes. À l'intérieur, les tiroirs étaient perturbés et l'argent manquait. En quelques minutes, elle réalisa que la banque avait été volée. La police fut appelée immédiatement et le département du shérif du comté de McDonald sécurisa le bâtiment. Parce que la banque était assurée fédéralement par la FDIC, le FBI fut également notifié. Des agents du bureau de terrain de Joplin furent dépêchés. L'ensemble du bâtiment fut photographié, chaque surface fut dépoussiérée pour les empreintes et le coffre-fort fut examiné en détail. Une des premières découvertes se distingua. La caméra de sécurité de la banque, montée près du plafond, avait été désactivée. La lentille était peinte en noir à la bombe et le boîtier était brisé par des coups de feu. Les enquêteurs collectèrent plusieurs douilles sur le sol en dessous. Elles étaient de calibre 45. Quiconque avait commis le vol avait pris des mesures délibérées pour empêcher leur crime d'être enregistré. L'attention se tourna vers le coffre-fort. Les registres de la banque montraient que plus de 71 000 $ avaient été volés. Mais la répartition de ce qui manquait intrigua les enquêteurs. Les voleurs avaient pris plus de 300 livres de pièces, quarters, dimes et nickels emballés dans des sacs de toile. Pourtant, dans un tiroir déverrouillé à proximité, ils avaient laissé derrière plus de 100 000 $ en billets. La sélection n'avait guère de sens. Les pièces étaient volumineuses, lourdes et difficiles à transporter sans attirer l'attention. Les billets étaient bien plus faciles à dissimuler et porter. Les enquêteurs se demandaient si les voleurs avaient été pressés ou s'ils avaient des raisons spécifiques de prendre les pièces. Sans témoins, sans alarme déclenchée et les caméras désactivées, les agents commencèrent à regarder qui aurait pu ouvrir le coffre-fort si facilement.
seulement 4 employés de la banque avaient accès quand le verrou temporisé n'était pas engagé. L'un d'eux était le président de la banque, Dan Short. Il était aussi le seul employé qui avait échoué à se présenter au travail ce matin-là. Ce fait plaça Short au centre de l'enquête. Le vice-président de la banque, Mark Allman, dit aux enquêteurs que Short avait eu l'intention de travailler tard la nuit précédente. Le verrou temporisé du coffre-fort, un dispositif conçu pour empêcher l'entrée en dehors de certaines heures, n'avait pas été engagé. Selon Allman, Short avait l'habitude de laisser le coffre-fort en veille, s'il prévoyait de revenir plus tard dans la soirée. Ce détail souleva la possibilité que Short lui-même était rentré dans la banque pendant la nuit. Mais au matin, il avait disparu. Les députés du shérif se rendirent au domicile de Short en Arkansas, juste de l'autre côté de la frontière du Missouri. La maison semblait calme et silencieuse. Son pick-up rouge manquait. À l'intérieur, ils trouvèrent plusieurs détails qui suggéraient que quelque chose n'allait pas. Dans la cuisine, une poubelle avait été renversée. Dans la chambre, les lunettes de Short étaient encore sur la table de nuit. Il n'allait jamais nulle part sans elles. Pour les enquêteurs, la scène suggérait qu'il était parti soudainement, possiblement sous contrainte. Quelques heures plus tard, un appel arriva d'un employé de Sibley Manufacturing, une usine juste à l'extérieur de la ville. Un pick-up rouge avait été abandonné dans le parking. Il était enregistré au nom de Dan Short. Les agents examinèrent le véhicule. Dans la benne, ils trouvèrent des emballages de pièces, le même type utilisé par la Banque d'État de Knoll. Le camion fut dépoussiéré pour les empreintes digitales. Seules celles de Short furent identifiées. La découverte approfondit le mystère. Short avait-il été enlevé et forcé d'aider les voleurs? Ou avait-il lui-même volé l'argent et organisé sa propre disparition? Les théories divergeaient, mais un fait était clair. Short avait disparu. Les enquêteurs commencèrent à reconstituer une chronologie. Une voisine de Short, Carol Dryden, rapporta que vers 2 heures du matin, elle avait vu des phares entrer dans son allée. 15 à 20 minutes plus tard, elle vit des véhicules partir. Séparément, un chauffeur de camion local, Buddy Mills, rentrait du travail vers 3 heures du matin. Sur la route sortant de Knoll, il rencontra un petit convoi de véhicules quittant la ville. L'un d'eux était un pick-up rouge qui correspondait à celui de Short. Avec lui se trouvait une camionnette bicolore et un camion de couleur sombre. Mills nota qu'un des véhicules le suivit sur une distance avant de tourner vers la frontière de l'Arkansas. Les témoignages s'alignaient pour suggérer que quelque part entre 2 et 3 heures du matin, plusieurs véhicules arrivèrent au domicile de Short et partirent plus tard de Knoll, avec son camion parmi eux. En quelques heures, la banque fut trouvée volée et Short avait disparu. Le premier jour de l'enquête se ferma sans aucun signe du banquier manquant. Les théories étaient partagées. Si Short était impliqué, il aurait pu s'enfuir avec l'argent. Mais s'il était une victime, sa vie était en danger. Les agents placèrent des arrêts sur ses cartes de crédit, surveillèrent les aéroports et vérifièrent les compagnies de location de voitures. Mais aucune trace de lui n'apparut. Le FBI ne pouvait ignorer la possibilité que le président de la banque lui-même avait planifié le vol. Mais il savait aussi que les vols de ce type finissaient souvent par de la violence. Dans tous les cas, la recherche de Dan Short était devenue la priorité. Dans les jours qui suivirent, les efforts de recherche s'étendirent. Des équipes de députés et d'agents fédéraux peignèrent la campagne à pied, en véhicule et par hélicoptère. Des avions tournèrent au-dessus, balayant les routes, les champs et les berges de rivières. La recherche commença depuis l'endroit où le camion de Short fut trouvé et se déplaça vers l'extérieur en cercle concentrique, espérant localiser toute trace du banquier manquant. Malgré l'effort, les jours passèrent sans résultat. Il n'y avait aucun signe de Short, vivant ou mort. La communauté de Knoll fut laissée sous le choc. Leur banque avait été volée, leur président avait disparu et les réponses étaient nulle part en vue. 5 jours plus tard, ces réponses commenceraient à faire surface,
de la manière la plus horrible imaginable. Le matin du 11 octobre, l'affaire prit un tournant plus sombre. Au Grand Lake, Oklahoma, juste de l'autre côté de la ligne d'État, 2 pêcheurs naviguèrent à travers l'eau à la recherche d'un bon endroit pour jeter leur ligne. Le lac était une destination populaire pour les loisirs, un endroit où les familles faisaient du bateau et les pêcheurs jetèrent leurs lignes pour la perche. Mais ce matin-là, les eaux calmes cachaient un secret horrifiant. Alors que les pêcheurs approchaient d'une zone ombragée près du pont de Cowskin, ils remarquèrent quelque chose d'inhabituel flottant juste sous la surface. Au début, cela ressemblait à un amas d'algues, mais alors qu'ils se rapprochaient, le contour devint clair. C'était un corps humain. Les députés du shérif du comté de Delaware, Oklahoma, répondirent à la scène. Ce qu'ils tirèrent de l'eau choqua même les officiers les plus expérimentés. Le corps était attaché à une chaise avec du ruban adhésif épais, des chaînes, et un bloc de béton l'alourdissait. Les restes étaient très décomposés après des jours submergés dans le lac. Un portefeuille fut trouvé dans la poche arrière de la victime. À l'intérieur se trouvait un permis de conduire identifiant l'homme comme Dan Short, âgé de 51 ans. Le président de banque manquant avait été trouvé. Le médecin légiste confirma la cause de la mort comme étant la noyade. L'heure de la mort était cohérente avec le matin du 6 octobre, le même jour où le vol fut découvert. Les enquêteurs étudièrent l'appareil utilisé pour le tuer. Short avait été sanglé à une chaise métallique, son corps sécurisé avec de larges bandes de ruban adhésif. Un palan à chaîne lourd était enroulé autour de la chaise, attaché à un bloc de béton conçu pour l'ancrer au fond du lac. Quiconque avait planifié le meurtre l'avait fait méticuleusement. L'objectif était clair. Dan Short n'était jamais censé être trouvé, mais la décomposition avait d'autres plans. Après plusieurs jours sous l'eau, les gaz de l'activité bactérienne à l'intérieur du corps s'accumulèrent et soulevèrent le cadavre à la surface. Le poids des chaînes et du bloc aurait dû le maintenir en bas, mais avec la pression, le corps remonta à la surface, exposant le crime du tueur au monde. La découverte de la scène de crime transforma l'enquête en homicide. Ce qui avait commencé comme un vol de banque était maintenant un cas de meurtre prémédité. Le FBI et les forces de l'ordre local convergèrent sur Grand Lake. L'agent spécial Liddell Farley, un vétéran de 19 ans, prit le commandement de l'affaire. Sa force d'intervention préserva chaque élément de la scène de crime. La chaise, les chaînes, le ruban adhésif et le bloc furent soigneusement photographiés et collectés comme preuve. Ces éléments seraient envoyés au laboratoire du FBI à Washington, D.C., pour une analyse détaillée. La brutalité du crime secoua à la fois les enquêteurs et la communauté. Le fait que Short avait été noyé alors qu'il était conscient, attaché à une chaise et jeté à 30 pieds dans l'eau sombre était un détail glaçant. Cela suggérait une détermination impitoyable par les auteurs pour faire taire leurs victimes. La récupération du corps de Short clarifia une chose immédiatement. Il n'avait pas été un complice. Il avait été une victime depuis le début. Pour le FBI, l'attention se tourna maintenant entièrement vers la recherche de ces tueurs. Pour générer des pistes, le FBI publia des photographies de la chaise et des chaînes au public. Ils installèrent une ligne directe pour les conseils. En quelques heures, les appels commencèrent à affluer. Certains étaient des théories générales. D'autres étaient des suspicions spécifiques sur des gens dans la région. Un appelant anonyme mentionna que 2 frères, 2 hommes, avaient été vus avec de grandes quantités de monnaie peu après le vol. Ce détail était significatif parce que parmi l'argent volé se trouvaient plus de 300 livres de pièces. Dans les jours suivants, un autre développement émergea. Un résident local nommé Roddy Foreman, alors qu'il pêchait avec ses enfants le long de la rive de Grand Lake, découvrit 2 objets qui semblaient déplacés. L'un était une cheville en bois, le type utilisé comme renfort sur une chaise. L'autre était un morceau de ruban adhésif. Ayant vu des photographies de l'appareil de meurtre dans les journaux, Foreman soupçonna une connexion.
Il préserva les objets dans des sacs plastiques et les remit aux enquêteurs. Au laboratoire du FBI, les examinateurs comparèrent les trouvailles du pêcheur à la chaise et au ruban adhésif récupéré avec le corps de Short. Les résultats furent concluants. La cheville correspondait au cadre brisé de la chaise. Le morceau de ruban adhésif, quand examiné sous grossissement, révéla des fibres et des bords déchirés qui s'alignaient parfaitement avec les bandes de ruban de la chaise. Plus important encore, le ruban portait une empreinte digitale latente claire, préservée dans un résidu de graisse. Contrairement à la sueur, qui se dissout dans l'eau, l'empreinte de graisse avait survécu à des jours de submersion. L'empreinte représentait la première preuve physique directe contre un suspect. Mais le laboratoire devait encore la faire correspondre à un individu connu. Pendant ce temps, les enquêteurs étendirent leurs recherches dans la zone entourant Grand Lake. Le porte-à-porte de témoins continua à Noël et à la frontière de l'Arkansas proche. Plusieurs locaux décrivirent avoir vu des véhicules près du domicile de Short la nuit du crime. Un témoin rapporta 3 véhicules quittant Noël vers 3 heures du matin. Un pick-up rouge, correspondant à celui de Short, une camionnette bicolore et un camion de couleur sombre. Ce témoignage s'alignait avec des rapports antérieurs de la voisine de Short, qui avait vu des phares entrer et quitter son allée vers 2 heures du matin. Ces observations suggéraient que plusieurs individus étaient impliqués. Au moins 3 véhicules faisaient partie du convoi. Ceci indiquait plus d'un auteur et possiblement un 3e complice qui resta non identifié. De retour au poste de commandement du FBI, le dossier de l'affaire grandit rapidement. Les agents répertorièrent chaque piste, chaque conseil et chaque déclaration de témoin. Ils avaient maintenant une victime, un meurtre confirmé et des preuves médico-légales reliant la scène de crime à des objets trouvés à proximité. Mais ils n'avaient toujours pas de suspects principaux. La mort de Dan Short enflamma la peur à travers la communauté. Pour Noël, une ville qui se targuait de sécurité, l'idée que quelqu'un avait été kidnappé, forcé d'ouvrir sa propre banque, et puis noyé de sang-froid était impensable. Les résidents étaient effrayés. Beaucoup étaient réticents à coopérer avec les enquêteurs, inquiets du niveau de violence affiché dans le crime. Certains craignaient des représailles s'ils se manifestaient. Malgré cela, les conseils continuèrent d'arriver. Chaque appel fut enregistré, chaque piste suivie. À la fin de la 2e semaine, les enquêteurs avaient compilé une liste de plus de 80 suspects possibles. Certains furent rapidement éliminés. D'autres restèrent sous surveillance silencieuse. Parmi eux, les frères Zagowski commencèrent à se distinguer. Au début de 1990, l'enquête du FBI sur le vol de la Banque d'État de Noël et le meurtre de Dan Short s'était resserrée sur 2 jeunes hommes, Joe et Shannon Agofsky. Joe avait 23 ans, Shannon seulement 18. Ils vivaient avec leur mère dans une maison modeste au sud de la ville. Les locaux les décrivaient comme des fauteurs de troubles impulsifs, mais pas le type d'homme suspecté dans un vol de banque sophistiqué et un meurtre de sang-froid. Sur le papier, ils avaient peu. Aucun ne tenait un emploi stable. Pourtant, leurs dépenses racontaient une histoire différente. Tous 2 avaient récemment acheté des voitures comptant avec du liquide, et Shannon, à peine sorti du lycée, déplaçait de l'argent de façon que les enquêteurs savaient ne pouvoir être expliquée par son héritage. Leur père était mort dans un accident d'avion des années plus tôt, laissant à la famille un règlement d'assurance, mais la plupart de cet argent avait été épuisé depuis longtemps. Les frères n'avaient pas de source légitime pour le liquide qu'ils dépensaient. Les agents décidèrent de les confronter. Dans les premiers entretiens, tous 2 apparurent calmes et coopératifs. Joe insista que la nuit du vol, il avait été chez sa petite amie à 40 miles de là. Shannon prétendit qu'il était resté chez sa mère. Chaque alibi semblait répété, mais chacun fournissait un vernis de distance du crime. Quand on leur demanda au sujet des armes, Joe reconnut posséder 2 pistolets de calibre .45,
le même calibre utilisé pour désactiver la caméra de sécurité de la banque. Il les offrit pour des tests et Shannon montra aux enquêteurs où ils étaient gardés. Les armes furent tirées et envoyées au laboratoire du FBI. Jours plus tard, les résultats revinrent. Aucune ne correspondait aux douilles récupérées à la banque. Les entretiens furent polis, les frères coopératifs et la balistique une impasse. Pour le moment, les soupçons s'atténuèrent, mais leur liquide inexpliqué et les conseils les liant à de grandes quantités de pièces les gardèrent sous les projecteurs. Pendant ce temps, les développements de Grand Lake commencèrent à resserrer le nœud coulant. 2 jours après que le corps de Dan Short fut tiré de l'eau, le pêcheur Rowdy Foreman découvrit des fragments le long du rivage, une cheville en bois et une bande de ruban adhésif. Les examinateurs de laboratoire confirmèrent plus tard que le ruban portait des adhésifs et des striations de fibres qui correspondaient au dispositif de meurtre. Plus important, le ruban portait une empreinte digitale claire dans de la graisse. Contre toute attente, l'empreinte avait survécu à des jours sous l'eau. C'était la pièce de preuve la plus prometteuse jusqu'à présent. Une autre piste ajouta bientôt du poids. Un homme local, Wayne Butane, rapporta qu'un palan à chaîne lui avait été volé. Il décrivit des dommages distinctifs aux roues de poulie et dit qu'il avait vu le dispositif pour la dernière fois à la résidence Agofsky. Quand les enquêteurs lui montrèrent des photographies du palan récupéré avec le corps de Short, il l'identifia comme le sien. L'arsenal de meurtre, ruban adhésif, chaises, palan à chaîne, pointait maintenant vers les Agofsky. Les agents revinrent questionner la famille. Sheila, la mère des frères, prétendit ne rien savoir sur le palan. Elle confirma l'alibi de Shannon, disant qu'il était à la maison cette nuit-là. Joe admit qu'il se souvenait avoir vu le palan à la maison, mais nia savoir ce qui lui était arrivé. Quand on lui demanda des empreintes digitales, Joe coopéra immédiatement. Shannon hésita, promettant de les fournir plus tard, mais échoua à apparaître. Son refus souleva davantage les soupçons. À ce moment-là, le FBI avait aussi retracé leur activité financière. Les registres montrèrent que Shannon avait dépensé plus de 5 000 $ en liquide après le vol, et Joe près de 19 000 $ dans les 16 mois suivants, tout en étant au chômage. La contradiction entre leurs moyens et leur style de vie était frappante. Les registres téléphoniques commencèrent à démanteler l'alibi de Joe. Il avait dit aux enquêteurs qu'il était avec sa petite amie toute la nuit du crime. Pourtant, les appels longue distance de son lieu vers le domicile de celle-ci, dans les jours entourant le vol, prouvèrent le contraire. L'histoire s'effondra sous l'examen minutieux. Alors que les incohérences financières s'accumulaient, les enquêteurs se tournèrent vers l'associé le plus proche des frères, Gant Sanders. Un ami de Shannon, il restait souvent chez eux. Questionné initialement, Sanders nia toute implication dans le vol ou le meurtre. Il n'avait pas d'alibi, mais resta ferme dans ses démentis. Les enquêteurs notèrent sa loyauté, mais ne purent le placer sur la scène du crime. En décembre 1989, on demanda à Shannon de passer un polygraphe. Conduit dans une chambre de motel, le test mesura ses réponses physiologiques alors qu'il niait tout rôle dans le vol ou le meurtre. L'examinateur conclut qu'il était trompeur. Bien qu'inadmissible au tribunal, les résultats confirmèrent ce que les agents soupçonnaient déjà. Shannon mentait. Pendant ce temps, l'analyse médico-légale progressa lentement. Les empreintes de Joe furent comparées à celles sur le ruban adhésif. Elles ne correspondaient pas. Mais les examinateurs notèrent quelque chose d'inhabituel. L'empreinte portait une forte ressemblance au motif de crête de Joe, assez pour suggérer qu'elle appartenait à un frère. Cela signifiait que les empreintes digitales de Shannon étaient critiques. Malgré des demandes répétées, il refusa de les fournir volontairement. Une citation à comparaître fut émise, et au début de 1990, Shannon fut obligé de donner un jeu complet. Pendant que les résultats étaient en attente, Sanders réémergea.
En juin 1990, il accepta de parler de nouveau, peut-être fatigué des soupçons ou désireux de se protéger. Il maintint qu'il n'avait pas participé au vol de banque, mais admit son implication dans un autre crime avec les frères. Un cambriolage en décembre 1989, où ils volèrent des fusils et les transportèrent à travers les lignes d'État pour les vendre en Arkansas. C'était une violation fédérale. Sanders confessa, fit un accord et fut mis en liberté, surveillé. Les polygraphes l'innocentèrent de l'affaire de la banque. Mais Sanders donna aux enquêteurs plus qu'une confession de cambriolage. Il décrivit des conversations avec les frères avant le vol de Noël dans lesquelles ils parlèrent de plans pour enlever un banquier, le forcer à ouvrir un coffre-fort et le tuer pour éliminer un témoin. Une conversation, en particulier, se distingua. Joe suggéra de suivre un banquier de Joplin, de le kidnapper et de le faire ouvrir le coffre-fort. À l'époque, Sanders l'écarta comme du bavardage. Après le meurtre de Dan Short, cela ressemblait à un plan directeur. À ce moment-là, Shannon avait été arrêté sur une accusation d'arme à feu non liée au vol. Pendant une perquisition de sa voiture, les agents découvrirent des sacs de nickels dans le coffre. Bien qu'impossible à prouver comme propriété de la banque, leur présence était une coïncidence frappante, étant donné la tension inhabituelle du vol sur les pièces. Depuis la prison, Shannon appelait son frère et sa mère régulièrement. Les conversations furent enregistrées dans un appel. Shannon demande à Joe si les enquêteurs pouvaient le placer sur la scène de crime. Joe le rassura qu'il ne le pouvait pas. Pour les procureurs, l'échange était accablant. Puis vint la percée. Après des semaines de comparaison, les examinateurs du FBI confirmèrent que l'empreinte digitale sur le ruban adhésif correspondait à Shannon Agofsky. C'était une identification exacte, crête par crête. Le ruban avait fait partie de l'appareil qui attacha Dan Short à la chaise et le traîna dans Grand Lake. Le lien était irréfutable. Avec cette preuve, les procureurs construisirent leur affaire. Contre Shannon, ils avaient une preuve médico-légale directe. Contre Joe, ils avaient le palan volé retracé à son domicile, l'effondrement de son alibi, des dépenses de liquide inexpliquées et des appels enregistrés incriminants. Avec le témoignage de Sanders sur leur plan d'enlèvement antérieur, le plan directeur des frères pour le crime était clair. À la mi-1991, les enquêteurs avaient reconstruit toute la séquence. Dans les premières heures du 6 octobre 1989, Joe et Shannon, avec au moins un complice, se rendirent au domicile de Dan Short. Ils le forcèrent dans leur convoi, utilisant son propre camion et la camionnette de leur mère. À la banque, ils désactivèrent la caméra de sécurité avec de la peinture en bombe et des coups de feu. Short, sous contrainte, ouvrit le coffre-fort. Les voleurs collectèrent hâtivement du liquide et des pièces, laissant derrière plus de 100 000 $ en billets. Ils conduisirent ensuite vers le sud jusqu'à Grand Lake. Là, ils attachèrent Short à une chaise, sécurisèrent le palan à chaîne volée et le bloc de béton, et le jetèrent à 30 pieds dans l'eau. Dans ces derniers moments, le président de banque se noya. 5 jours plus tard, la décomposition ramena son corps à la surface, portant avec lui la preuve qui détruirait finalement les défenses de ses tueurs. Pour le FBI, l'empreinte dans la graisse sur une bande de ruban adhésif fut la pièce critique, résistante à l'eau. Elle survécut là où les tueurs pensaient qu'aucune trace ne le pourrait. Cette seule empreinte digitale transforma l'affaire de soupçon en certitude et d'enquête en inculpation. En 1992, les deux frères furent accusés de chefs d'accusation fédéraux de vol de banque, enlèvement et usage d'armes à feu. Un cas de meurtre d'État contre Shannon suivit. L'affaire était prête pour le procès. Les preuves furent présentées systématiquement. Les jurés furent montrés des photographies du coffre-fort, de la caméra de sécurité brisée et de l'appareil récupéré de Grand Lake. Ils entendirent des examinateurs médico-légaux qui expliquèrent
comment l'empreinte digitale du ruban adhésif survécut sous l'eau et comment elle correspondait à Shannon, sans aucun doute. Ils apprirent au sujet du palan volé à Wayne Booting, vu pour la dernière fois au domicile Agos Key, et plus tard utilisé pour noyer Dan Short. Ils virent les registres financiers qui tracèrent la soudaine frénésie de dépenses des frères après le crime. Malgré n'avoir aucun emploi, ils entendirent Sanders expliquer comment les frères avaient parlé de cibler un banquier dans presque exactement la même façon que Dan Short fut kidnappé. La combinaison de preuves médico-légales, d'anomalies financières et de témoignages corroborants peignit une image complète. Après délibération, le jury rendit des verdicts de culpabilité sur tous les chefs. Les deux frères furent reconnus coupables de vol de banque à main armée, d'enlèvement résultant en mort et d'accusation d'armes à feu. Mais les condamnations fédérales n'étaient pas la fin. Les procureurs du Missouri préparèrent leur propre affaire pour des accusations de meurtre d'État, se concentrant sur Shannon. Dans ce procès, les procureurs présentèrent les mêmes preuves médico-légales qui l'avaient lié au ruban adhésif. Les témoins décrivirent de nouveau les dépenses suspectes, le palan manquant et le convoi de véhicules vu près du domicile de Short. L'affaire était claire. Shannon avait personnellement manipulé les matériaux qui tuèrent Dan Short. Le jury fut d'accord. Il fut reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le sort de Joe fut scellé par les condamnations fédérales, bien que l'État n'ait pas obtenu un verdict de meurtre séparé contre lui. Son rôle de co-conspirateur le laissa emprisonné à vie, sans chance de libération. Le troisième complice non identifié, cru avoir conduit un des véhicules, ne fut jamais identifié. Son rôle reste un trou dans le récit complet du crime. Au milieu des années 1990, les frères Zagowski avaient épuisé leurs appels. Ils restent incarcérés, purgeant des peines de prison à vie sans libération conditionnelle. Sanders, pour sa coopération, purgea une probation pour sa violation d'armes à feu et retourna tranquillement à la vie civile. Aucune accusation ne fut jamais déposée contre Sheila Agowski, leur mère, malgré les soupçons qu'elle avait protégé ses fils pendant les interrogatoires. L'affaire de la Banque d'État de Knoll est rappelée comme l'un des vols de banque les plus brutaux et complexes du Missouri, non pas pour le montant volé, mais pour la cruauté calculée infligée à sa victime.